Le jour où ma sœur les a laissés déchirer ma chemise et me gifler devant des centaines d'étudiants, elle a souri. Elle a souri. Elle a dit que je n'étais qu'une ombre, quelqu'un destiné à disparaître. Mais les ombres savent comment survivre, et quand j'ai arrêté de fuir, ils ont appris à qui ils avaient vraiment affaire. Ils pensaient m'avoir brisé. Ils n'avaient aucune idée que je ne faisais que commencer. Avant de nous plonger dans l'histoire, dites-moi, à quelle heure écoutez-vous, et d'où nous rejoignez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Je les lis tous. L'odeur de la cire pour le sol et de la sueur adolescente s'accrochait à l'air comme un souvenir tenace. Le gymnase n'avait pas beaucoup changé. D'un autre côté, moi non plus. Il y a 14 ans, par un après-midi de fin mai qui hantait encore ma poitrine, je me tenais devant le long miroir des vestiaires des filles, ajustant ma chemise pour le dernier cours d'éducation physique de terminale. Je me souviens de la lumière qui vacillait au-dessus de moi, projetant des rayures pâles sur mon reflet, me donnant l'air plus âgé que mes 17 ans, comme si je savais déjà. J'ai lissé ma chemise, un simple blanc, sans marque, sans fioriture. Juste ce qu'il fallait. C'est ce que je me disais toujours, soit juste ce qu'il faut, ni trop bruyante, ni trop fière. Pourtant, je sentais le nœud se former dans mon estomac. Puis la voix est venue. Cette voix. Regarde-toi, Rosalyn. Tu penses vraiment que cette chemise fait paraître tes épaules plus petites? Saria. Ma sœur. Sa voix venait de derrière une rangée de casiers, mais elle aurait tout aussi bien pu venir de l'intérieur de ma tête. Elle avait une façon de s'y installer sans payer de loyer, comme une squatteuse dans mon estime de moi. Elle est apparue une seconde plus tard, impeccable comme toujours, les cheveux en une queue de cheval parfaite, les lèvres enduites d'un rose subtil qui criait pourtant la supériorité. Personne ne veut d'une ombre comme toi, dit-elle nonchalamment, comme si c'était un fait, comme si c'était la météo. Je n'ai pas répondu. Je ne le faisais jamais. Saria marchait toujours comme si le couloir lui appartenait, et que nous n'étions que des figurants dans son clip vidéo. Elle était le genre de fille à qui les gens faisaient de la place, non pas parce qu'ils l'aimaient, mais parce qu'elle les détruirait s'ils ne le faisaient pas. Plus tard ce jour-là, elle m'a porté volontaire pour quelque chose appelé la chorégraphie de célébration de la semaine des terminales. Elle n'a pas demandé, elle l'a annoncé à la table du déjeuner, sa voix douce et tranchante comme du miel sur une lame de rasoir. Elle dirigera la danse de groupe vendredi, a-t-elle dit, me désignant d'un geste sans même lever les yeux de son téléphone. Elle a besoin d'un regain de confiance. J'ai cligné des yeux. Je ne danse pas. Saria a souri de ce lent sourire aux lèvres pincées qui n'atteignaient jamais ses yeux. C'est ce qui rend ça mignon. Je voulais dire non. Mon Dieu, comme je le voulais. Mais maman se tenait derrière elle, les bras croisés, les lèvres pincées en une ligne familière. Laisse Saria te guider, Rosalyn. Elle sait comment briller. Briller, comme si j'étais une cuillère ternie à côté d'un lustre. J'ai hoché la tête. Les jours suivants se sont estompés dans un flou. Je m'entraînais seul après les cours, en utilisant un clip vidéo que Saria m'avait envoyé sans instruction, juste une légende, essaie de ne pas tout gâcher. Je n'étais même pas sûr que les autres s'entraînaient. Personne ne me parlait. Cela n'avait pas d'importance. Je me suis présenté le vendredi quand même. Le gymnase était bondé, parents, professeurs, terminales, applaudissant et discutant pendant que la musique martelait le plancher. Je me tenais près du centre du terrain, comptant les temps dans ma tête, essayant de ne croiser le regard de personne. Saria se tenait à l'arrière, les bras croisés, hochant la tête à son cercle de peste, Elisa, Brit et Dana. Elles étaient toutes pomponnées comme si elles allaient auditionner pour une émission de télé-réalité. La musique a commencé. J'ai bougé. Un temps, deux, un pas à gauche, une pirouette. Puis quelque chose a tiré dans mon dos. Bruit de déchirement. Je me suis figé. Le tissu de ma chemise s'est déchiré net le long de la colonne vertébrale. L'air a frappé ma peau comme de la glace. Je me suis retourné, mais avant que je puisse réagir, une gifle a atterri sur ma joue, dure, de la part de Dana. J'ai trébuché d'un pas, stupéfaite. Silence. Puis quelques rires étouffés depuis les gradins. Elisa a mis sa main devant sa bouche, feignant d'être choquée. Brit a halté comme si elle avait été témoin d'un accident. Le coach Andrew a détourné le regard. Madame Kennedy, l'enseignante superviseure, a marqué une pause, puis a frappé une fois dans ses mains. Passons à autre chose. Gardons l'énergie. Juste comme ça.
J'ai remonté la fermeture éclair de mon vieux sweat à capuche bleue, lentement, délibérément. Chaque clic de la fermeture éclair semblait plus fort que la musique. Je me suis penché, j'ai ramassé la chemise en lambeaux, je l'ai pliée avec des mains tremblantes, et j'ai levé les yeux. Le sourire narquois de Saria m'attendait déjà. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. J'ai quitté le terrain. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas crié. J'ai simplement marché, dépassant la foule, dépassant le coach, dépassant le panneau de sortie qui brillait d'un rouge d'avertissement que j'aurais dû lire il y a des années. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de vouloir être vu. Mais je n'ai jamais oublié. 14 ans plus tard, le gymnase a disparu depuis longtemps. La ville a grandi, mais pas moi. Pas vraiment. Je suis assise maintenant dans mon appartement à Indianapolis, le doux bourdonnement du trafic à l'extérieur de ma fenêtre, un verre de thé intact qui refroidit sur la table d'appoint. J'ouvre une boîte en carton que j'ai déplacée d'appartement en appartement, d'état en état. À l'intérieur, soigneusement pliée, se trouve la même chemise blanche, déchirée dans le dos. Je passe mes doigts sur la couture où commence la déchirure, là où les rires ont commencé. Je l'ai gardée, je murmure. Et je n'ai pas encore fini. J'ai glissé le couvercle sur la boîte et l'ai posé doucement sur l'étagère, mes doigts s'attardant sur le bord comme si elle pouvait me murmurer quelque chose de plus si j'attendais assez longtemps. Mais le silence est resté. Dehors, par la fenêtre de mon appartement, le soleil avait commencé sa lente descente, jetant une teinte dorée sur le trottoir en contrebas. Une brise tirait sur les arbres, faisant bruire les feuilles de cette manière basse et régulière que les soirées de printemps ont souvent en Indiana. Ce soir-là, je me suis changé pour une blouse bleu marine et un pantalon sombre ni trop habillé, ni trop décontracté, quelque chose qui disait dîner de famille, même si je n'avais pas reçu l'invitation. L'idée m'avait trotté dans la tête toute la semaine. L'anniversaire de Saria. 35 ans et toujours avide de projecteurs comme de l'oxygène. On ne m'avait pas demandé de venir, mais je savais où il serait. Le restaurant se trouvait à l'est de la ville, un restaurant italien familial que nos parents avaient toujours adoré. Il avait des murs de briques rouges, des guirlandes lumineuses sur la terrasse, et une fresque de Venise sur le mur du fond de la salle à manger. Je n'y avais pas mis les pieds depuis près d'un an. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je suis resté assise dans la voiture une minute de plus que prévu. Le cadeau sur le siège passager était petit, un bracelet en argent avec de minuscules breloques en forme d'étoile. Je l'avais choisi il y a des semaines, jouant encore à ce vieux jeu dans ma tête, peut-être que cette fois, ils me verront. Le paquet à la main, j'ai traversé la rue et me suis approché des portes vitrées. À l'intérieur, des éclats de rire s'échappaient par vagues, des fourchettes qui tintent, des verres de vin levés. Ce gloussement aigu que je reconnaîtrais dans un orage. Saria. J'ai marqué une pause à l'entrée, l'apercevant à travers le panneau de verre dépoli. Elle rejetait ses cheveux en arrière au milieu d'un toast, sa voix perçant nettement le brouhaha. Son éclat illuminait la pièce. J'ai ouvert la porte et je suis entré. L'hôte a levé les yeux de son pupitre. Il m'a fait un sourire poli. Le nom pour la réservation ? René, ai-je dit, ajustant le sac cadeau dans ma main. C'est pour un dîner d'anniversaire. Saria René. Il a parcouru la liste, a tapoté quelques fois sur sa tablette, puis a de nouveau levé les yeux. Je suis désolé, je ne vois pas votre nom sur la liste. Mes doigts se sont crispés sur les poignets du sac. Ce n'est pas grave. Je suis de la famille. Son sourire est devenu incertain, mais il s'est écarté. Je suis entré. La salle à manger était lumineuse, chaleureuse, pleine. Tout le monde était assis à une longue table au fond, maman, papa, tante Ruth, même des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Un gâteau trônait près du centre, blanc et or avec des bougies scintillantes attendant d'être allumées. Saria était perchée près du milieu, un verre de vin dans une main, l'autre gesticulant au milieu d'une histoire. Les gens riaient sur commande. Puis elle m'a vu. Elle a cligné des yeux, a souri comme si elle s'attendait à du mauvais temps, et a dit, assez fort pour que la moitié de la salle entende, « Oh, tu es venu ». Toutes les têtes se sont tournées. Les regards se sont posés sur moi, puis se sont détournés comme si j'avais apporté la grippe. Le regard de maman a croisé le mien juste une seconde, puis elle a baissé les yeux sur son assiette. Papa a pris une gorgée de vin et ne m'a pas regardé du tout. Personne n'a tiré une chaise. Il n'y en avait même pas une de vide pour faire semblant. J'ai dégluti difficilement. Joyeux anniversaire, ai-je dit en m'approchant de la table.
Ma voix était stable, mais je sentais mes jambes comme du papier. Saria a levé son verre. C'est gentil, a-t-elle dit, la voix mielleuse. Tu n'étais pas obligé. Je sais. Un serveur est apparu à côté de moi, jeune, nerveux. Madame, je veux juste vous informer que vous n'êtes pas sur le repas de groupe. Souhaitez-vous commander et payer votre propre addition? Je l'ai regardé, puis j'ai regardé la table, puis de nouveau lui. Non. Je ne reste pas. Il a hoché la tête rapidement et a reculé. Papa a finalement parlé. C'est une réunion de famille, Rosalyn. Comme si je n'en étais pas. Saria s'est penchée en avant, posant son menton dans sa paume. Peut-être l'année prochaine. Si tu es encore pertinente. Je n'ai pas tressailli. Je ne lui ai pas donné cette satisfaction. Au lieu de cela, j'ai posé le sac cadeau proprement sur la table à côté de son assiette. Tu peux le garder. Ou pas, puis je me suis retourné et je suis sorti, mes talons frappant le carrelage comme de petites explosions dans le silence. Dehors, l'air semblait plus frais. J'ai atteint la voiture avant de laisser échapper une lente et profonde respiration. Pas un soupir, pas tout à fait. Plutôt une expiration de clarté. Cette nuit ne m'a pas brisé. Elle a confirmé ce que je savais déjà, ce n'étaient pas les miens. Plus maintenant. Sur le chemin du retour, les lampadaires ont commencé à s'allumer un par un, parsemant la route d'ambre doux. J'ai laissé le silence dans la voiture m'envelopper comme une couverture, mais mon esprit était tout sauf calme. Un souvenir s'est insinué, non invité. C'était le 8e anniversaire de Saria. J'avais 5 ans. Le gâteau était à la vanille avec un glaçage violet et des étoiles scintillantes comestibles. Je lui avais fait une carte à la main avec un cœur de travers sur le devant. Elle l'a lu, puis a poussé tout le gâteau de la table, directement sur le sol. J'avais commencé à pleurer. Maman s'était penchée à côté de moi, m'avait essuyé la joue et avait dit doucement, « Laisse Saria briller. Tu es trop sensible. » Et je l'ai cru. Je me souvenais de ce glaçage sur le sol. Il ne m'a jamais vraiment quitté. Je n'ai pas pleuré sur le chemin du retour. Je n'ai pas crié non plus. Mais une fois dans mon appartement, le silence s'enroula autour de moi comme une écharpe froide que je n'avais pas demandée. J'ai enlevé mes chaussures, posé mes clés sur le comptoir de la cuisine, et suis resté là 1 minute, à fixer le coin ébréché du carrelage comme s'il avait quelque chose à dire. Il n'avait rien à dire. Rien ne le faisait jamais. Je suis allé au placard du couloir, j'ai poussé une caisse de produits de nettoyage et j'ai sorti une vieille boîte à chaussures. Les bords étaient effilochés, un coin s'était effondré, et le couvercle était taché de ce qui ressemblait à une vieille trace de thé. Je l'ai apporté sur le canapé, me suis assise et l'ai ouverte lentement. À l'intérieur se trouvaient des bribes de ce que j'étais, des notes d'école pliées comme des origamis, une photo délavée de moi en uniforme scolaire, debout seul dans le coin d'une salle de classe. J'avais peut-être 10 ans, les bras croisés, le visage crispé, comme si je savais que quelqu'un regardait. J'ai toujours su que quelqu'un regardait. Sous la photo se trouvait un épais journal bleu, du genre avec un cadenas bon marché que j'avais cassé depuis longtemps. Les pages sentaient l'encre et le temps. J'ai tourné jusqu'à une page datée du 14 février 2006. Mon écriture était bouclée, incertaine. Ils ont dit que j'avais commencé la bagarre, mais ils me tiraient les cheveux. Je les ai juste repoussés. Saria a dit au conseiller que je crie à la maison. Maman m'a puni pour avoir menti. J'ai posé le journal et j'ai fermé les yeux. Ce jour m'est revenu clairement, couloir de collège, des filles derrière moi tirant ma queue de cheval, me traitant de cas social et de bizarre. Je m'étais retourné, j'avais repoussé l'une d'entre elles. Pas un coup de poing, pas une gifle, juste une poussée. Le temps que le directeur appelle mes parents, l'histoire avait changé. Apparemment, je les avais attaquées sans raison. Elles ont pleuré, bien sûr qu'elles ont pleuré. Et Saria, elle est juste restée assise là, à côté du bureau du conseiller, hochant la tête solennellement comme un petit soldat dans un tribunal. Elle me fait peur parfois, avait-elle dit. À la maison, elle devient comme ça, aussi. Maman l'avait regardée, puis m'avait regardé. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas, c'était tout. Personne ne m'a demandé ce qui s'était passé. Personne n'a demandé pourquoi ma lèvre saignait. J'ai été renvoyé à la maison, puni pendant 3 semaines. Papa a dit, les filles comme elles finissent seules ou en prison si on ne s'en occupe pas tôt. Et c'était tout. Je n'étais pas la fille qu'on défendait.
J'étais celle pour qui il disait désolé. J'ai repassé ma main sur les bords de la photo, mon pouce caressant le fantôme de cette salle de classe. Je ne pense même pas avoir dit à qui que ce soit ce qui s'était vraiment passé, pas à l'époque. Je pense qu'une partie de moi pensait que j'avais peut-être surréagi. Peut-être que Saria se sentait vraiment en danger. Peut-être que j'étais trop. Je me suis rassise sur le canapé, fixant le plafond comme s'il contenait une sorte de carte de ma vie. Toutes ces années, j'avais porté cette étiquette comme une cicatrice sur ma poitrine, agressive, dramatique, difficile. Des professeurs m'ont prise à part pour me demander si j'avais besoin de stratégies d'adaptation. On m'a retiré des sorties scolaires par précaution. Même les parents de mes amis demandaient, c'est celle qui a le truc? Je n'ai pas été puni pour ce que j'ai fait. J'ai été puni pour ce qu'ils ont dit que j'avais fait. Mon téléphone chargeait sur le sol à côté de moi. Je l'ai pris et je me suis connecté au portail du district scolaire. Je n'étais pas sûr pourquoi, j'avais juste besoin de voir quelque chose, n'importe quoi. La plupart des dossiers avaient été archivés depuis longtemps, mais quelques-uns étaient encore là. Le voilà, 3 mars 2006. Cours de soutien comportemental volontaire. Décharge signée incluse. Un formulaire scanné est apparu à l'écran. Mon nom était écrit au stylo, des lettres désordonnées et penchées qui essayaient de paraître adultes. Le problème, c'est que j'avais 14 ans, et je ne l'ai jamais signé. La signature ressemblait à la mienne, si on ne savait pas mieux. Mais je savais mieux. J'ai zoomé, traçant les boucles du K, l'arc inégal du L, la fioriture exagérée sur le ED à la fin des détails que je n'utilisais jamais. Ma vraie signature était plus serrée, plus prudente. Celle-là était audacieuse, théâtrale. Quelqu'un l'avait falsifiée. J'ai posé le téléphone, la poitrine serrée. Et j'avais l'intuition que ça ne s'arrêtait pas là. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. La signature falsifiée brûlait dans mon esprit comme une braise que je ne pouvais pas éteindre. Vers 5 heures du matin, j'ai renoncé à essayer de me reposer et j'ai commencé à faire du café, silencieusement, délibérément, comme pour ne pas réveiller les fantômes dans la pièce. La tasse tremblait légèrement dans ma main alors que je sirotais. Le soleil ne s'était pas encore levé, mais j'étais déjà habillé, mon sac prêt. J'avais pris une décision. Fini les suppositions. J'avais besoin de preuves, de quelque chose sur papier, de quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué par un hochement de tête de Saria ou un soupir de ma mère. À 8h30, j'étais assise dans le bureau des archives du district scolaire, remplissant une demande d'accès à des documents publics. La réceptionniste, une femme aimable aux cheveux argentés et au cardigan bleu marine, a demandé gentiment, année de diplôme? Techniquement, je n'ai pas défilé, ai-je dit, puis j'ai ajouté avec un demi-sourire, mais j'aurais dû être de la promotion 2009. Elle a hoché la tête. Vous n'êtes pas la première à venir chercher le passé. J'ai attendu sur une chaise dans un coin, fixant les affiches délavées sur les bourses d'études et la préparation précoce à l'université. Elles ne signifiaient rien pour moi à l'époque. J'étais trop occupé à esquiver les étiquettes, à essayer de survivre à la version de moi-même que d'autres avaient écrite. Quand le dossier est arrivé, il était plus épais que je ne l'attendais. À l'intérieur se trouvaient des rapports, 4 d'entre eux, tous intitulés « Rapport d'incident comportemental ». Des mots sautaient aux yeux, perturbatrice, agression physique, refus d'obtempérer. J'ai senti mon estomac se tordre. J'ai feuilleté la première page. La date indiquait le 16 mai 2007. Je me souvenais de ce jour. J'étais à l'hôpital avec un ligament déchiré suite au cours d'éducation physique. J'avais même la cicatrice sur mon genou gauche pour le prouver. Alors comment avais-je pu avoir une altercation verbale avec le personnel ce même jour? Le rapport suivant était pire. 5 juin 2008, a frappé un casier, a crié sur un père, renvoyé à la maison pour des raisons de sécurité. J'ai cligné des yeux. Ce jour-là, j'étais malade à la maison, avec 39 de fièvre. Je me souvenais encore du sirop pour la toux à la cerise et de la couverture qui gratte sur le canapé. Il y avait une signature au bas de chaque rapport, mon nom griffonné avec la même écriture maladroite et penchée que j'avais vue la veille. Pas la mienne. Certainement pas la mienne. J'ai tourné à la dernière feuille. Celle-ci m'a glacé. Un formulaire d'autorisation pour un programme disciplinaire. Non seulement il était signé de mon nom, mais une autre ligne listait Saria comme contact tuteur temporaire. Il était daté d'une période où nos parents étaient en croisière de 2 semaines en Alaska.
J'ai fixé cette ligne si longtemps que l'encre a semblé bouger sur la page. Saria avait dit à l'école qu'elle était mon contact légal, et il l'avait cru. J'ai fermé le dossier lentement, respirant par le nez, en comptant 1, 2, 3. La réceptionniste a jeté un coup d'œil. Tout va bien, ma chérie? J'ai juste besoin de savoir s'il y a une photocopieuse. Elle a pointé derrière elle. 15 centimes la page. Utilisez la photocopieuse argentée près de la fenêtre. J'ai tout copié. Chaque mot, chaque fausse coche, chaque fausse accusation. J'ai payé en pièces, les mains tremblantes. Puis je suis parti. Je ne suis pas rentré chez moi. Au lieu de cela, j'ai marché 2 pâtés de maison jusqu'à la bibliothèque publique. Mes chaussures tapaient contre le trottoir comme si elles avaient quelque chose d'urgent à dire. À l'intérieur, l'air était frais, le bourdonnement des machines bas et régulier. Je suis allé directement à la section des microfilms. L'école avait l'habitude d'imprimer de petites annonces disciplinaires dans les bulletins étudiants locaux. Si ce qu'ils avaient écrit sur ces formulaires était jamais devenu public, même en interne, il pourrait y en avoir plus. Un bibliothécaire m'a aidé à trouver les bobines de 2006 à 2009. Le voilà, enfoui dans un vieux bulletin étudiant, l'étudiante Rosalinde a été retirée de la classe en raison de perturbations comportementales répétées. Pas de contexte. Pas de fait. Juste une phrase. Une honte estampillée. Je suis resté assise là à le regarder, les lèvres si serrées qu'elles me faisaient mal. Ce n'était pas seulement les formulaires. Ce n'était pas seulement la fausse signature. C'était le récit, répété, intégré, incontesté. Et je l'avais cru. Je l'avais accepté. Le retour à mon appartement m'a semblé plus lourd. Chaque pas atterrissait comme si je traînais une chaîne. Au moment où j'ai déverrouillé ma porte, il était bien plus de midi. J'ai laissé tomber mon sac, me suis assise par terre et j'ai sorti toutes les copies. Je les ai étalées sur le sol du salon comme les pièces d'un puzzle brisé. Il y avait une ligne nichée au bas d'un rapport de première qui m'a frappé le plus durement, échec récurrent à s'assimiler aux attentes du groupe. Je l'ai murmuré à voix haute. S'assimiler. Ils ont fait de moi l'outsider exprès. Pas parce que j'étais bruyante, pas parce que je me défendais, mais parce que quelqu'un leur a dit que je n'avais pas ma place, et ils l'ont cru. Je n'ai pas choisi le silence. J'ai été entraîné à y vivre. Ce dossier m'a empêché d'aller à l'université, et il n'aurait jamais dû exister. Je n'ai pas pris de douche, je n'ai pas changé de vêtements. Je suis juste resté assise devant mon ordinateur portable, les yeux secs à force de trop fixer l'écran et de ne pas assez cligner. Ce dossier m'a empêché d'aller à l'université, et il n'aurait jamais dû exister. Je tapais plus vite que je ne pouvais penser, cliquant sur des sites de ressources juridiques, de vieux liens du district, tout ce qui pourrait m'orienter vers les archives du Conseil de l'éducation. Il y avait quelque chose de plus profondément enfoui. Je pouvais le sentir pressé derrière mes côtes. Au moment où l'horloge sur mon écran a affiché 23h42, j'avais soumis une demande au titre de la liberté d'information au Conseil de l'État. Je ne m'attendais pas à une réponse rapide. Personne au pouvoir ne bouge rapidement quand la vérité pourrait se cacher sous leurs chaussures. Mais à ma surprise, une bibliothécaire de la branche principale de la ville m'a envoyé un courriel en moins d'1 heure. Le message était bref, vous pouvez accéder aux dossiers de conseillers archivés et aux recommandations du conseil via microfiche sur place. Apportez une pièce d'identité. Je n'ai même pas fini mon toast. À 13h15, j'étais de nouveau assise au fond de la bibliothèque, cette fois dans une pièce beaucoup plus froide que celle avec les bulletins étudiants. Les bobines de microfiche étaient rigides, et la machine bourdonnait à chaque défilement lent. J'ai cherché sous le nom de mon lycée, en filtrant par année. Quand j'ai vu mon propre numéro de candidature, j'ai eu le souffle coupé. Le voilà, mon dossier de candidature à l'université, traité au bureau du district. Relevé de notes, formulaire de bénévolat, score SAT. Moyenne générale, 3,68. Heures de bénévolat, 142. Assiduité, acceptable. Aucune suspension mentionnée dans le dossier principal. C'était solide. Je n'avais pas été parfaite, mais j'avais travaillé dur, et pendant un instant, j'ai ressenti à nouveau cette fierté, ce même espoir flottant que j'avais ressenti en remplissant les enveloppes pour postuler à l'université de l'Illinois, à Tulane, et même une candidature audacieuse à Stanford, juste pour voir. Puis est venue la page intitulée « Recommandations, confidentielles, pour usage interne seulement ». J'ai fait défiler lentement.
Rosalinde se présente comme émotionnellement volatile et socialement isolée. Elle démontre des tendances réactives à l'autorité et pourrait avoir des difficultés dans des environnements manquant de supervision. Bien que ces notes soient louables, elles peuvent refléter la performance au test plutôt qu'une véritable résilience académique. Recommandation, ne pas soutenir un placement académique non supervisé pour le moment. Ma bouche est restée ouverte, mais rien n'est sorti. La recommandation était signée, G. René, conseiller scolaire, semestre de printemps. Sauf que Monsieur René était parti au milieu de ma terminale. Il avait subi une opération du dos et n'était jamais revenu. J'ai cligné des yeux fortement. Ce conseiller ne m'a jamais parlé une seule fois. Pas même un entretien de 5 minutes. Alors qui a écrit ça? J'ai arraché une page de mon carnet, griffonnant le texte intégral à la main. L'imprimante était en panne ce jour-là. Bien sûr qu'elle l'était. Mais j'avais besoin de ça. Chaque mot. Chaque blessure. À 15 heures, j'étais assise à l'extérieur de la bibliothèque, la brise froide contre mes joues. Ça n'a pas aidé. Rien ne pouvait refroidir la chaleur qui montait dans mon cou. Dans mon souvenir, j'avais de nouveau 17 ans, debout devant le bureau du conseiller, attendant mon tour. J'avais attendu près d'une heure ce jour-là, tenant mes relevés de notes dans un dossier si fort que les coins se sont pliés. Saria était passée, les sourcils levés. « Qu'est-ce que tu fais ?» ?»« J'attends Monsieur René. J'ai besoin qu'il soumette ma recommandation. » Elle avait incliné la tête de cette façon qu'elle avait toujours quand elle voulait que je me sente petite. Il l'a déjà fait. Inutile de lui faire perdre son temps. Concentre-toi juste sur tes options de repli. Je l'avais cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas cru? À l'époque, je pensais que le problème, c'était peut-être moi. Peut-être que je n'avais pas mérité plus. Peut-être que ma voix était trop basse, ma présence trop oubliable. Mais ce n'était pas moi. Ce n'a jamais été moi. C'était eux. Au moment où je suis rentré à la maison, le crépuscule s'était installé. Je n'ai même pas pris la peine d'allumer le plafonnier, juste la petite lampe ambrée à côté du canapé. Elle rendait la pièce plus chaleureuse qu'elle ne l'était. J'ai sorti une boîte à chaussures du placard. À l'intérieur se trouvait une vieille photo, moi au bal de promo, debout près du bord de la piste de danse du gymnase, les mains nonchalamment jointes devant moi. Ma robe était bleu ardoise, à épaules dénudées. Mon expression était incertaine mais fière. J'avais payé la moitié de cette robe avec de l'argent de babysitting. J'ai fixé cette version de moi-même. Elle avait tellement voulu croire qu'elle était assez. Et elle l'était. Elle était assez. J'ai senti quelque chose se nouer dans ma poitrine, puis les larmes sont venues. Pas comme une tempête, juste un lâcher-prise calme et régulier. Je les ai laissées couler. Je m'étais blâmé si longtemps pour ne pas être entré dans les écoles dont je rêvais, pour avoir sous-performé, pour avoir gaspillé mon potentiel. Mais maintenant je voyais les choses pour ce qu'elles étaient vraiment. Ce n'était pas un échec. C'était du sabotage. Et j'avais porté ce mensonge comme une cicatrice pendant plus d'une décennie. Un appel a vibré vers 19 heures. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'ai répondu quand même, en m'essuyant le visage. Rosalinde, a demandé une voix de femme. Oui. C'est Tania. Tania Meyers. Nous étions ensemble en chimie avancée. J'ai cligné des yeux. Tania, oui. J'ai vu ton post demandant des informations sur de vieux dossiers. Je voulais juste te dire que tu n'étais pas folle. Nous avons tous vu comment ta sœur parlait au personnel. Elle ne voulait pas que quiconque t'aide. J'ai marqué une pause. Tu te souviens de ça? Bien sûr. Nous savions tous que quelque chose n'allait pas, mais personne ne voulait insister. Elle avait cette façon de faire en sorte que les gens sentent qu'aider était une perte de temps. J'ai dégluti. Tu méritais mieux, a-t-elle dit doucement. Après que nous ayons raccroché, je suis resté assise en silence, fixant les copies, les pages griffonnées, la foi en lambeaux que j'avais autrefois dans le système. Si le silence était leur arme, il ne serait plus la mienne. Je suis allé à son bureau avec un seul objectif, mais elle attendait déjà, souriant comme si elle savait que je viendrais. Le couloir menant au bureau de Saria semblait plus long qu'il n'aurait dû. Chaque pas était silencieux mais délibéré. J'avais mémorisé le dossier, son contenu gravé dans ma poitrine comme de vieilles cicatrices pressées sur une peau fraîche. Je n'étais pas là pour le drame. Je n'étais pas là pour tourner la page.
J'étais là pour la regarder dans les yeux et mettre fin au mensonge. La porte de son bureau était déjà ouverte quand je suis arrivé. Elle se tenait derrière son bureau, éclairée à contre-jour par la lumière du soleil qui entrait par la fenêtre surdimensionnée. Son blazer était d'un crème pâle, sans un pli, sans une tache. La plaque sur son bureau indiquait « Dr Saria Sten, directrice exécutive ». Je suis resté sur le seuil une seconde de plus que nécessaire, observant les photos soigneusement choisies de promotion diplômée, de lauréats souriants, une photo avec un sénateur de l'État. Le mobilier brillait. Tout était symétrique. Et elle souriait. « Je me doutais que tu pourrais venir, dit-elle nonchalamment, comme si elle attendait une livraison pour le déjeuner. Tu as toujours eu le chic pour les entrées dramatiques. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis entré, j'ai sorti le dossier de mon sac et je l'ai posé sur son bureau. Ses doigts ont hésité un instant avant de l'ouvrir, mais ce sourire, il n'a même pas tressailli. Ses yeux ont parcouru les pages lentement, délibérément. Puis elle a relevé les yeux et a dit, « Tu sais, tout ne tourne pas autour de toi. » Mes doigts se sont recroquevillés dans mes paumes, mais j'ai gardé ma voix égale. Cette recommandation m'a coûté des bourses. Elle m'a coûté 4 universités. Ce mensonge sur le fait que j'étais instable, indigne de confiance, il m'a suivi pendant des années. Saria a laissé échapper un bref souffle amusé. Mensonge est un mot si fort. Je dirais que c'était un ajustement nécessaire au récit. J'ai cligné des yeux. Elle s'est installée dans son fauteuil en cuir, a joint ses mains proprement sur le bureau. « Écoute, Rosalind, l'une de nous devait s'élever. L'une de nous devait diriger. Et franchement, entre tes petites crises et tes silences furieux, qui exactement allait croire que tu avais le potentiel pour l'Ivy League? Tu n'as même jamais travaillé dans le conseil, ai-je dit, la chaleur montant à mon cou. Cette lettre portait le nom d'un conseiller, un qui est parti avant le milieu de l'année. Tu as intercepté les documents. » Elle a hoché la tête, comme si j'avais résolu une énigme. « Personne n'a remis ça en question parce que personne n'attendait rien de plus de toi. Tu as toujours été trop fragile, trop réactive. Tu pleurais à chaque dîner d'anniversaire. Tu as manqué la moitié de tes examens ce printemps-là à cause du stress. Te souviens-tu même à quel point c'était difficile de te voir t'effondrer? Je ne m'effondrais pas, ai-je dit lentement, la voix basse. On me poussait, on me mentait. Et j'ai cru le pire de moi-même parce que tu m'as dit que c'était ce que j'étais. » Elle s'est penchée en avant, cette même empathie répétée qu'elle utilisait lors des présentations au conseil scolaire apparaissant soudainement sur son visage. « Tu ne comprends pas. Je ne l'ai pas fait par haine. Je l'ai fait pour protéger la réputation de l'école, l'image de notre famille. Tu ne cadrais pas avec l'histoire, Rosalind. Tu étais imprévisible. » J'ai fait un pas en arrière, remarquant à peine la boule dans ma gorge. C'est là que je l'ai vue. Derrière elle, sur l'étagère du haut, un vieux trophée, en argent avec une base fissurée. Mon nom était gravé sur la plaque, championne régionale, division junior. Je n'avais pas vu ce trophée depuis plus d'une décennie. Je me souviens avoir sauté la cérémonie de remise des prix après le bal de promo, encore en larmes à cause d'un commentaire narquois que Saria avait murmuré à mon sujet sur le départ précoce de mon cavalier. Je pensais que le trophée avait été renvoyé par la poste, perdu. « Tu as gardé ça ?» ai-je demandé. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. « Tu ne t'es pas présenté. Je l'ai accepté pour toi. J'ai fixé le nom gravé là. Mon nom. Dans son bureau, exposé comme le sien. Je n'ai pas réalisé que je tremblais jusqu'à ce que j'entende à nouveau ma voix. Je ne suis pas ici pour mendier. Je ne suis pas ici pour te faire comprendre. Je suis ici pour te dire que ça se termine maintenant. » Saria n'a pas cligné des yeux. Elle s'est levée et s'est dirigée vers l'avant du bureau, ses talons silencieux sur le parquet poli. « Tu penses que ce dossier te donne du pouvoir ?» a-t-elle dit, le ton s'aiguisant. « Tu penses que tu vas rendre ça public, et que soudainement les gens te verront comme une sorte de génie incompris? Vas-y, essaie. Mais sache ceci, si tu me fais choisir entre préserver ce que j'ai construit et t'épargner, je t'enterrerai. Et personne ne sourcillera. » Le silence pesait lourdement dans la pièce. J'ai pensé à mon moi lycéenne dans cette robe bleu pâle, pensant que peut-être le monde était simplement injuste, que certaines personnes n'y arrivaient tout simplement pas. J'avais tort. Certaines personnes sont poussées du bord, et d'autres passent des années à remonter. Elle est retournée derrière son bureau, a pris son café, et a dit avec un sourire narquois,
tu as toujours confondu le silence avec la faiblesse. J'ai rencontré son regard. Et tu as toujours confondu la cruauté avec le contrôle. Sans un mot de plus, je me suis retourné, j'ai pris mon dossier, et je suis sorti. Dans le couloir, par les portes d'entrée de l'école. Je suis sorti de son bureau avec rien d'autre que mon souffle, pourtant pour la première fois, il me semblait être une arme. Je ne suis pas rentré directement chez moi après la rencontre avec Saria. Au lieu de cela, je me suis garé près de l'ancien gymnase du lycée et je suis resté assise dans ma voiture pendant un long moment, les mains posées sur le volant. L'invitation à la collecte de fonds des anciens élèves était encore froissée sur le siège passager, ouverte et repliée tant de fois que les bords s'étaient effilochés. Il n'y avait pas de nom signé en bas, juste « Nous serions ravis de vous revoir ». Je n'avais pas mis les pieds dans ce gymnase depuis la nuit où j'en étais sorti en courant en talons, le mascara coulant sur mon visage, essayant de fuir le son des rires. À l'époque, ce gymnase était une scène d'humiliation. Je me demandais s'il sentait encore la même chose, du polish bon marché, du popcorn rassis, des tapis matelassés qui ne séchaient jamais vraiment. Le temps que je franchisse les portes, la collecte de fonds battait déjà son plein. Des stands d'anciens élèves bordaient les murs avec de vieilles photos, des biscuits faits maison et des fiches de promesses de dons. J'ai surpris quelques regards, certains polis, certains confus, un ou deux qui se sont plissés quand ils m'ont reconnu. Le principal Harris m'a salué d'un signe de tête chaleureux, désignant le sol du gymnase où le club d'arts martiaux avait libéré un espace. « Nous faisons une petite démonstration », a-t-il dit. Certains de nos anciens élèves concouraient. « Tu veux te joindre à nous? Montrer aux jeunes comment on fait ?» J'ai souri poliment, secouant la tête. Je ne suis pas venu ici pour faire un spectacle. Mais avant qu'il puisse répondre, une voix s'est élevée des gradins latéraux. « Allez, Rosalyn. Tu n'as pas encore peur de déchirer ton pantalon, n'est-ce pas ?» Je me suis retourné. Jules. Toujours mince, toujours la langue acérée, et toujours bien trop contente d'elle-même. Ses bras étaient croisés, une canette de soda pendant de deux doigts comme si elle tenait la cour. Elle était la pom-pom girl en chef à l'époque, la reine des remarques cinglantes. Le temps lui avait donné un sifflet et un presse-papier, maintenant, elle était l'entraîneuse adjointe de gym. « J'espère que tu as apporté une chemise qui ne se déchirera pas cette fois, a-t-elle ajouté en riant. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement dézippé lentement ma veste et les plié sur mon bras. En dessous, enveloppée dans du tissu et une fierté silencieuse, se trouvait ma ceinture noire. Le sourire narquois de Jules a vacillé. « Toi d'abord, ai-je dit, en montant sur le tapis. » L'ambiance de la pièce a changé. Ce n'était plus seulement de la curiosité. Il y avait ce bourdonnement, un courant silencieux de « est-ce que ça se passe vraiment ?» Jules m'a rejointe sur le tapis, étirant son cou de côté comme si elle se préparait pour un échauffement. « Combat léger, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit, jetant un regard de côté au principal Harris. Nous ne voudrions embarrasser personne. Ma posture était stable. Ce que tu veux me convient. Nous avons tourné en cercle. Ses mouvements étaient corrects, toujours athlétiques, mais trop sur deux. Elle a fait le premier mouvement, une combinaison de JAB et de pas. J'ai dévié facilement. Le second est venu plus vite, mais encore une fois, j'ai redirigé et pivoté. Je pensais que tu étais toujours plus une pleurnicheuse qu'une combattante, a-t-elle marmonné. J'ai avancé, j'ai attrapé son poignet, je l'ai fait basculer par-dessus ma hanche et je l'ai laissé tomber avec contrôle. La foule a murmuré. Elle s'est relevée rapidement, le visage rouge. Elle a chargé à nouveau. J'ai esquivé en me baissant, j'ai tourné et j'ai porté un coup de pied circulaire juste décentré, assez pour qu'elle titube et atterrisse sur un genou. Le gymnase est tombé dans le silence. Je n'ai pas pressé l'avantage. J'ai reculé, lui donnant de l'espace pour se relever. C'est à ce moment-là que j'ai levé les yeux vers le vieux tableau d'affichage. Il ne fonctionnait plus depuis ma terminale. Je me souviens m'être caché derrière ces gradins la nuit du bal, le dos contre le béton, essayant de disparaître. Maintenant, j'étais au centre de la pièce, toujours calme. J'ai inspiré profondément, les poumons pleins d'un air que je n'avais pas à mériter. Derrière moi, Jules a gémi et s'est levé. « Tu as attendu ça toute ta vie, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Alors que je me dirigeais vers le bord du tapis, des applaudissements ont commencé. Pas assourdissants, mais suffisants. Suffisants pour couvrir les mots mesquins qui attendaient encore dans la gorge de Jules. Puis je l'ai entendu.
Tu embarrasses encore cette école. La voix a fendu l'air comme une branche cassée. Je me suis retourné. Saria se tenait juste à l'entrée du gymnase, les bras croisés, sa voix assez forte pour faire taire les applaudissements. Elle n'a pas cligné des yeux. Tu penses que cette performance répare quoi que ce soit? Tu penses que les gens s'en soucient? J'ai marché lentement vers elle, chaque pas mesuré, comme si je me déplaçais dans l'eau. Le gymnase regardait. Alors peut-être, ai-je dit, levant les yeux vers les siens, que cette école devrait enfin être embarrassée par la bonne personne. Le silence qui suivit mes paroles n'était pas vide, il était chargé, comme l'air avant un orage d'été. Saria se tenait droite près des doubles portes, les bras croisés fermement contre sa poitrine comme un bouclier. Je pouvais voir les muscles travailler dans sa mâchoire alors qu'elle tentait de reprendre le contrôle. C'est drôle, dit-elle finalement, la voix aiguë et tranchante, venant de quelqu'un qui a failli coûter un procès à cette école. Ces mots traversèrent le silence comme une alarme incendie. Elle s'avança maintenant, agitant une feuille de papier haut dans sa main comme si c'était un drapeau de la justice. N'oublions pas pourquoi ta petite demande de bourse a mystérieusement disparu. Où veux-tu que je rappelle au personnel l'incident rapporté après ton éclat en première? Je n'ai pas bougé. Son ton dégoulinait d'une fausse inquiétude. Tu as été signalé pour comportement agressif, menace physique. Tout est ici, dit-elle en secouant la feuille pour que la foule la voie. Et j'ai essayé de te protéger, Rosalyn. Je l'ai gardé en interne, discret. Mais tu trouves toujours un moyen de tout transformer en une sorte de récit de victime. Quelques personnes murmurèrent. Un professeur, Monsieur Litz de biologie, je crois, plissa les yeux vers le papier avec un froncement de sourcils. J'ai pris une respiration et suis retourné au centre du terrain, calme, contrôlé. Est-ce le rapport que tu as soumis anonymement depuis l'email scolaire de Marcus? Le changement fut instantané. Des halètements. Quelques élèves se regardèrent. Une mère a même incliné la tête comme si elle avait mal entendu. Je me suis tourné vers Monsieur Litz. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Il était votre assistant ce semestre-là. Il a laissé son email ouvert sur le projecteur un jour. Ses sourcils se levèrent lentement. C'était il y a longtemps. Mais vous vous souvenez de la chaîne de réponse, dis-je doucement. Celle où l'expéditeur me désignait par Saad et signait accidentellement avec un surnom que seule Saria utilisait. Le visage de Saria rougit. C'est de la folie. Pas aussi fou, l'interrompis-je, que de falsifier une plainte pour empêcher ta sœur de recevoir une bourse qu'elle avait méritée. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, déjà ouvert sur le fichier. D'un simple clic, le projecteur du gymnase s'alluma derrière moi. À l'écran, un rapport scanné, en tête officielle de l'école. Déclaration jointe, confession signée. L'écriture de Jules, indubitable, remplissait la moitié de la page, je n'ai dit que ce que Saria m'a dit de dire. Nous devions l'embarrasser pour qu'elle reste en dehors du processus universitaire. Elle ne méritait pas cette lettre. Saria a dit que c'était pour le mieux. Le silence n'était plus choqué. Il était lourd. Je me suis tourné vers le principal, j'ai marché vers lui et lui ai tendu une petite clé USB. Il y a plus sur cette clé. Des emails, des journaux de messages, la confirmation du conseil des bourses quand ils ont reçu le formulaire de retrait signé à mon nom, mais pas par moi. Le principal ne dit rien. Il hocha simplement la tête lentement, acceptant la clé comme si elle pesait 1000 kilos. Saria se jeta alors sur moi, essayant d'attraper mon téléphone. Tu as modifié ça. Tu essaies de me détruire pour quelque chose qui s'est passé quand nous étions enfants. J'ai reculé facilement, évitant sa main. Avant que j'aie à dire un mot, un professeur s'avança et la saisit par le bras. Assez, dit-il, pas méchamment, mais fermement. Allons régler ça dehors. Le principal s'avança. Nous allons tout examiner, avec effet immédiat. La foule s'était déplacée. Ce n'était pas un virage spectaculaire, juste une retraite silencieuse. Les gens commencèrent à détourner le regard quand Saria les regardait. Quelques-uns se dirigèrent vers les sorties sans établir de contact visuel. Et puis je l'ai vu. Un élève, peut-être 15 ans, se pencha pour ramasser quelque chose sur le sol du gymnase près des gradins. C'était un ruban doré effiloché, enroulé et déchiré à une extrémité. Je savais exactement ce que c'était. Mon ancienne écharpe de bal. Celle qui avait été déchirée et jetée comme des confettis pendant que je pleurais derrière le tableau d'affichage. La fille l'a regardé, puis m'a regardé.
Elle n'a rien dit, a juste fait un petit signe de tête. Pas de pitié. Juste de la reconnaissance. Parfois, les choses que les gens laissent derrière eux disent plus de vérité que tout ce qu'ils ont jamais dit. Parfois, me suis-je murmuré, ce qui est laissé derrière raconte toute l'histoire. Les lumières du gymnase vacillèrent légèrement alors que le projecteur s'éteignait. Saria criait encore quelque part près du couloir, quelque chose sur une action en justice et la diffamation, mais plus personne ne prêtait attention. Je me suis retourné et j'ai marché vers les portes latérales, passant devant les tables de collation, la vieille vitrine à trophées, la fontaine à eau avec le carrelage ébréché toujours non réparé. En atteignant la sortie, je l'ai entendu derrière moi. « Tu penses que tu as gagné » siffla-t-elle. J'ai marqué une pause juste assez longtemps pour regarder par-dessus mon épaule. « Non » ai-je dit doucement. « J'ai juste arrêté de perdre. » Puis je suis sorti dans l'air frais du début de soirée. Le soleil commençait juste à plonger derrière le bâtiment de l'école, projetant de longues ombres sur le parking. Je ne m'attendais pas à grand-chose après ça, juste un trajet tranquille pour rentrer chez moi. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était qui s'est présenté à ma voiture après que tout soit terminé, et ce qu'ils ont dit. Je n'avais même pas déverrouillé la portière de la voiture quand j'ai vu la silhouette appuyée contre mon coffre. Au début, j'ai pensé que c'était un parent ou peut-être un membre du corps enseignant, encore sous le choc de la scène à l'intérieur du gymnase. Mais quand je me suis approché, j'ai reconnu le cardigan sombre, la broche subtile sur le revers, et la gentillesse fatiguée derrière les yeux. Madame Ellis. Elle n'a pas souri, m'a juste regardé comme si elle était restée là un moment, répétant peut-être ce qu'elle allait dire. « Je vous dois quelque chose » a-t-elle dit doucement, en se redressant. « Non, ce n'est pas juste. Je vous dois des excuses. » Les mots m'ont frappé plus fort que je ne l'attendais, non pas parce qu'ils étaient dramatiques, mais à cause de la douceur avec laquelle ils ont été prononcés. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas à l'époque, a-t-elle poursuivi, mais votre sœur, elle avait une façon de faire paraître tout si impeccable. Et moi, eh bien, j'ai laissé faire. Un silence s'est installé pendant une seconde. Je n'ai pas répondu. Je tenais toujours mes clés en l'air, les mêmes clés que j'avais serrées en entrant dans ce gymnase des années auparavant pour lui demander de l'aide pour la préparation à l'université, pour ne recevoir qu'un sourire poli et un renvoi silencieux. Elle a plongé la main dans son sac et en a sorti une enveloppe manille. « C'est à vous. » Ça aurait dû l'être il y a longtemps. Je l'ai prise lentement. Le papier à l'intérieur avait la douceur craquante de quelque chose qui avait été imprimé et réimprimé au fil des ans. Mon nom était en haut de la page, Rosalind René, candidature pour la Bourse nationale des chercheurs. En dessous, une note à l'encre rouge, préoccupation soulevée, tendance agressive signalée. Source, anonyme. Un bourdonnement creux emplit mes oreilles. Madame Ellis a repris la parole. Cette source anonyme provenait d'une adresse IP liée à un ordinateur portable de la faculté utilisé par le petit ami de votre sœur. Mais vous le saviez probablement déjà. J'ai tourné à la page suivante. Agrafé au dos, un addendum daté de cette semaine même. Une courte note du comité des bourses, suite à un examen formel et à des témoignages, nous avons le plaisir de rétablir l'offre originale, rétroactivement. La bénéficiaire a fait preuve d'intégrité et de persévérance malgré un sabotage indu. Je l'ai tenu comme si c'était quelque chose de fragile. Je ne peux pas vous rendre les années que vous avez perdues, a dit doucement Madame Ellis, mais j'espère que cela aidera à clore une partie de cette histoire. L'air entre nous est devenu silencieux, et pour une fois, ce n'était pas inconfortable. Juste réel. Elle n'a pas attendu que je réponde, a juste hoché la tête une fois et a marché lentement vers sa berline, me laissant près de ma voiture, le papier à la main, alors que le soleil glissait enfin derrière les arbres. 4 jours plus tard, j'étais assise sur le sol de mon salon, des boîtes à chaussures éparpillées autour de moi. Je n'organisais rien de particulier, laissant simplement les souvenirs monter et passer alors que je triais des morceaux d'un passé qui m'avait toujours semblé à moitié effacé. Une boîte contenait des rubans, des anciens, certains de compétitions d'athlétisme, d'autres de fêtes d'anniversaire. Au fond, nichée dans un coin, se trouvait l'écharpe dorée du bal, déchirée à une extrémité mais recousue à la main, mon propre travail lors d'une nuit tardive quelques années plus tôt, quand j'avais pensé que le pardon ressemblait peut-être à la réparation de ce qui était brisé. Je ne l'ai pas accroché. Je l'ai plié doucement, l'ai placé dans une boîte cadre à côté d'une paire de chaussures de course de ma terminale. Les semelles étaient usées, les lacets effilochés, mais elles m'avaient porté loin. Certaines batailles n'ont pas besoin de trophées, pensais-je, juste de paix.
Mon téléphone a vibré sur la table basse. C'était un message de ma mère. Nous ne savions pas que c'était allé si loin. Nous sommes désolés. Je l'ai fixé pendant un moment. Mes pouces ont plané au-dessus du clavier. J'ai tapé le mot merci, puis je l'ai effacé. Pas par colère. Juste par clarté. Certaines conversations ne sont pas destinées à être reprises. Certains silences en disent plus que les mots ne le pourraient jamais. Plus tard ce soir-là, après un dîner tranquille et une longue douche, je me suis assise avec une tasse de thé et j'ai composé le numéro de la coach Angela. Elle a décroché à la 3e sonnerie. Rosalyn. J'ai souri. Salut, coach. Je pensais, si vous avez toujours cette première année, celle qui court comme si la piste la poursuivait, j'aimerais l'aider, la coacher. Être là. Un rire doux est venu à travers le récepteur. Tu es sûr? Elle est intense. Les autres filles l'appellent pied de tempête. Je suis sûr, ai-je dit. Elle ne devrait pas avoir à courir seule. Il y a eu une pause, puis une chaleur dans sa voix que je n'avais pas entendue depuis des années. Tu as toujours ça en toi, gamine. Tu l'as toujours eu. Quand j'ai raccroché, je ne me sentais pas triomphante. Juste stable. Posée. Pas de grand discours, pas de jugement au tribunal. Juste moi, assise dans mon propre espace, ne me rétrécissant enfin plus pour correspondre à l'idée que quelqu'un d'autre se faisait de qui je devais être. Et dans ce calme, j'ai compris quelque chose que j'avais passé des années à poursuivre, ils ne s'excuseront peut-être jamais comme je l'ai autrefois supplié, mais j'ai arrêté d'attendre et j'ai commencé.